Bonjour à tout le monde, bienvenue à tout le monde, à Malia et Steve, pour la dernière collation numérique de la saison automne 2021 pardon, du projet Alpha Numérique. C'est la dernière collation numérique, mais inquiétez-vous pas, on a d'autres activités pro qui vont s'échelonner sur le mois de février et de mars, qui s'en viennent pour l'hiver 2022. On en parlera un petit peu plus tard vers la fin de l'activité. J'en profite pour me présenter. Je m'appelle Romain Jean-Jacques et je travaille pour l'organisme Technoculture Club. Plus spécifiquement, en fait, je suis chargé de l'accompagnement pro sur le projet Alpha Numérique. Donc, si vous avez déjà participé à un ou plusieurs webinaires ou même à une de nos séances d'accompagnement, ça se peut que vous m'ayez déjà vu. Et si ce n'est pas le cas, je suis content de vous rencontrer. Puis aujourd'hui, on va présenter la fondation Tekemamou et ses divers projets d'alphabétisation numérique qui allient à la fois innovation technologique et patrimoine. Rebonjour Amalia et Steve, bienvenue. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Ouais, ça va, il ne fait pas trop froid? Ah! On a de la neige. Ça commence, mais il fait déjà trop froid. Mais on a du soleil. On a du soleil ensemble. Il faut bien se couvrir alors. Comme d'habitude, je ne sais pas pour les personnes qui sont là si c'est la première fois ou si c'est un nombre incalculable de fois que vous suivez nos opérations, mais l'événement va durer environ 1 heure. Ça se peut que ça déborde un petit peu dépendamment des discussions puis du nombre de questions. L'activité, comme vous pouvez le voir, elle se tient au format webinaire. Donc vos micros, vos caméras sont fermés et l'événement est enregistré sur Zoom. Il est aussi diffusé en direct sur la page Facebook de Bibliopresto. Alors, durant cette collation, on va discuter justement avec nos invités d'aujourd'hui sur un peu comment est-ce que Tekemamou réussit en fait à faire des liens entre patrimoine autochtone et technologie. Puis on en profitera aussi pour parler un peu de questions de financement, puis de l'importance aussi de promouvoir la littératie numérique au sein de l'ensemble des communautés et des institutions publiques. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&R pour poser directement vos questions, je vais les recevoir, puis après je pourrai les retransmettre directement à Steve et à Maya. Vous pouvez aussi nous écrire directement dans le chat Zoom si vous voulez poser vos questions, il n'y a pas de souci. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez utiliser le symbole pour lever la main et puis je saurai qu'il y a quelqu'un qui a une question à nous poser. Donc vous pouvez les poser tout le long de la discussion, puis nous on va réserver un 15 minutes vers la fin de l'activité pour redonner les questions à Maya et Steve pour prendre le temps d'y répondre. Donc voilà, bienvenue encore une fois à toutes et tous. Puis je vais lancer la balle à Amalia et Steve pour qu'ils se présentent un petit peu et puis qu'ils présentent un peu la mission, les valeurs de la fondation et puis les divers projets dans lesquels ils circulent. Bonjour, je m'appelle Steve Despins, je suis cofondateur de la fondation Tekemamou et son programmeur en chef, dans le sens que je m'occupe de la réalité virtuelle. Tout ce qui est côté programmation, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil d'environnement ou des choses comme ça, je m'occupe de ça. Moi, c'est Amalia. Je suis la cofondatrice et la directrice de projet. Donc, je suis en charge de créer des partenariats, les rencontres, tout ce qui est papier. C'est ça, la fondation Tekemamou. Et c'est ça, la fondation Tekemamou, c'est quoi nos projets actuellement? C'est sûr que ça a ralenti malheureusement avec la COVID, à cause que, on ne peut pas se déplacer comme on veut dans les communautés. On veut s'assurer que tout le monde soit en sécurité, on ne veut pas prendre de chance. Donc, c'est ça nos projets. Si je les prends du début, c'est avec la réalité virtuelle et la préservation du patrimoine. On fait aussi des cours de robotique et programmation au niveau primaire. Et là, on a des projets en cours au niveau du développement durable et de l'impression 3D et de la réalité augmentée. Donc, on est dans l'éducation et la préservation du patrimoine et la littératie numérique, chez les jeunes surtout. Parfait, merci. Est-ce que vous pouvez un peu présenter un peu l'émission, les valeurs peut-être de la fondation, un peu c'est quoi qui vous anime en fait lorsque vous ou concevez ce type d'activité dans vos communautés? Mais je pense que tous les deux, on est des parents d'enfants métis, puis je pense que je ne vais pas parler pour Steve, mais ce qui nous anime principalement, c'est qu'on veut donner aux autres enfants l'opportunité d'avoir ce qu'on veut pour nos propres enfants. Autrement dit, parler la langue de leurs grands-parents,
avoir une identité qui est solide, qui est qui est diversifiée, mais qui est solide, qui est ancrée, être à l'aise avec la technologie, pas être juste des utilisateurs sur une tablette puis juste aller sur YouTube ou Roblox, peu importe, mais être capable de programmer, être capable de savoir d'où ils viennent aussi. En tout cas, pour mon côté autochtone. Il faut savoir d'où ils viennent, puis connaître leur culture, puis comment mon grand-père, nos grands-parents faisaient dans le temps, puis de savoir que ça leur appartient. C'est leur patrimoine, c'est à eux. Il y a ce côté-là identitaire, puis il y a aussi le côté qu'on ne veut pas que nos enfants soient juste des utilisateurs de la technologie, on veut aussi qu'ils l'utilisent comme un outil, pour différentes raisons, mais que c'est ça essentiellement. Puis à travers ça, on trouve les autres valeurs, comme le fait qu'on veut mobiliser les gens, mais on veut mobiliser les gens de la bonne façon. C'est-à-dire pas juste arriver avec des activités, puis hey, on va se mobiliser, on va faire une super belle activité. Non, quand on parle de faire de la concertation, je dirais jamais assez souvent la concertation, c'est comme notre numéro 1. On veut faire de la concertation, on va faire autant de rencontres que ça prend pour être sûr qu'on a un projet qui est en ligne dans la direction qui correspond à la direction que tout le monde veut donner à chaque projet. Mais je dirais que nos valeurs, c'est vraiment concertation, mobilisation, éducation, littératie, patrimoine. Ouais. C'est beau, ça a plein de belles choses, un beau mélange de plein de belles choses. Puis du coup, justement, en parlant de concertation, moi j'ai une petite question. C'est quoi en fait les balises, si je peux dire, pour être mieux en relation en fait avec une ou plusieurs communautés autochtones, dans le sens que, en fait, comment est-ce que vous amenez des projets de même, dans le sens où les communautés ont sans doute ont déjà leur savoir-faire, et comment est-ce que vous vous positionnez en tant qu'organisme en fait pour collaborer au final travailler et collaborer sur un projet? Je vais me prononcer sur la chose parce que c'est plus, on a fait les démarches ensemble, mais c'est plus moi qui a fait le côté de mobiliser puis créer les tables de concertation. Je vais vous mettre aussi des liens, je pense, qui seraient intéressants à consulter. Je vais mettre après dans le chat que vous les ayez. C'est des documents qui sont super pertinents et qui parlent justement de comment est-ce qu'on collabore avec les communautés. Puis je pense que c'est important d'arriver avec cet esprit de faire avec et non faire pour. Tu sais, on peut avoir le plus beau projet, comme ça peut être un truc incroyable, puis oh mon Dieu, ça va apporter plein de positifs, mais comment on amène l'idée, c'est ça qui va faire la différence entre si c'est un projet qui va mobiliser les gens ou si ça va tomber à l'eau. Comment on amène un projet qui ne va pas tomber à l'eau? C'est premièrement concertation. Si je le dis, je vais le dire souvent, concertation. Vous ne travaillez pas pour les Autochtones, vous travaillez avec. Vous travaillez exactement, c'est une collaboration. On ne va pas à Pessamit puis on dit « Oh, on a un beau projet, on va le mettre en place. » Non, non. On arrive à Pessamit, on est comme « Regardez, nous, on a ces compétences-là. En quoi ça pourrait être un plus puis comment on pourrait travailler ensemble. » Et transmettre aussi en même temps. Oui, ça, c'est le deuxième côté. Ça, c'est le deuxième côté. C'est que, tu sais, une fois qu'on fait cette concertation-là puis qu'on décide c'est quoi la direction vers laquelle on s'enligne, puis c'est ça que toi, tu es en train de dire, puis je vais te laisser prendre le relais, c'est comment on forme aussi, puis comment on les implique, là, comment on implique les gens. C'est pas juste on arrive, puis on arrive avec comme une méga équipe, puis on est comme, t'as un programmeur, t'as ci, puis t'as ça, puis voici le projet. C'est... OK, ouais, admettons comme un projet en réalité virtuelle, ce qui a été planifié, c'est que, bon, moi, je n'arrive pas là, puis je me dis, c'est moi le programmeur, puis je suis le chef, le programmeur en chef, un petit jeu de mots en même temps. Puis je fais tout, puis je fais tout ça. Non, non, non. On fait ensemble. S'il y a des gens qui sont intéressés, puis c'est sûr qu'il y en a dans la communauté, au nombre de personnes qu'il y a, on fait ensemble, on fait des étapes ensemble pour filmer, pour programmer l'application, pour faire des modifications aussi dans l'environnement virtuel. Parce que c'est sûr qu'on va créer un environnement virtuel, mais ce ne sera pas toujours le même. Il va y avoir pour la relève qui va être là. Elle va, plus tard, décider de changer l'environnement. Tout ça, elle va avoir les compétences pour la faire parce qu'on va le faire ensemble. On va le fabriquer ensemble pour continuer tout le temps. Puis, c'est ça. C'est comme ça. Je pense que collaborer au lieu de tout fabriquer. Puis si jamais, tu sais, c'est drôle parce qu'on est en train de travailler sur un projet,
on n'en a pas encore parlé, c'est encore un secret, avec Archéo Mamou, c'est un projet par rapport à un truc archéologique. Puis on était en train de parler de quand on arrive dans les communautés, la relève au niveau archéologique est vraiment pas grande dans la communauté en général. Mais là, tu arrives dans la communauté, c'est super précis, mais est-ce que ça veut dire qu'on arrive en tant que on est archéologue, on va faire notre projet? Non. Puis là, ce qu'ils font, puis leur façon de procéder est vraiment similaire à la nôtre. C'est pour ça que j'aime contribuer avec des organismes comme ça, c'est qu'ils prennent des jeunes de la communauté, puis sont comme, OK, t'es curieux, OK, on va te montrer, on va te donner des compétences, viens avec nous autres. Ils vont amener des jeunes qui vont être comme, OK, c'est comme ça que tu fais ces étapes-là, nanana. Ils vont donner des skills, des outils, puis ils vont outiller, puis des compétences, exactement. Fait que quand vous amenez un projet, peut-être que il y a des gens qui n'ont pas ces compétences-là, mais est-ce que vous êtes en mesure de faire un partage de vos connaissances, en mesure aussi d'outiller les gens pour qu'ils puissent aussi vous accompagner puis être là, puis après ça, une fois que vous quittez la communauté, parce que le projet il y a une fin éventuellement, que ce projet-là continue. L'idée, c'est pas juste d'amener un truc, puis on le fait pendant 6 mois, puis après ça, on part, puis... On part avec tout ce qui a été créé au lieu de le laisser là, puis que ça se continue encore avec ceux qui s'intéressent aussi. On ne peut pas juste apporter, collaborer un peu, puis après ça, tout ramener et laisser rien du tout. C'est comme, on a fait ça pourquoi en bout de ligne? On amène un projet, puis c'est un projet qui doit être préparé pour rester en place, puis que ce soit la relève qui en prenne le contrôle, puis ça reste à la communauté, puis ils en font qu'est-ce qu'ils veulent après. Ben, je ne dis pas de tout le déformer le projet, mais je veux dire, ils mettent leur couleur dessus, puis ils le mettent à leur goût. Puis c'est ça. Excuse-moi, vas-y, je t'écoute. Non, je cherchais un mot, mais ça va aller, je vais le laisser partir. Non, mais c'est beau parce que c'est une façon de laisser l'espace au final pour s'auto-déterminer d'une certaine manière, puis devenir autonome dans les nouvelles compétences et plus dépendre nécessairement de tierces, au final, si on peut dire. Vas-y. Juste pour t'enligner là-dedans, c'est aussi un principe qu'on a dans le sens que puis ça va s'imbriquer beaucoup aussi au niveau du financement. C'est dans le sens que nous, l'équipement, parce que souvent, on va utiliser de l'équipement qui est quand même d'un certain coût. On ne s'attend pas à aller là-bas, puis là, on va filmer, on a l'équipement 360, des caméras réalité virtuelle, on est comme, OK, là, vous avez acquis les compétences, puis là, on retourne, puis là, ils se retrouvent, ils ont les compétences, mais est-ce qu'ils ont l'équipement pour le faire? Fait que, faut être réaliste dans qu'est-ce qu'on amène. Puis, il faut l'envisager comme, est-ce que ce qu'on laisse après, est-ce que ça permet aux gens de continuer le projet? Est-ce qu'on leur laisse de l'équipement pour qu'ils puissent, si on le fait avec un équipement à 1 000 c'est pas réaliste de partir avec un équipement de 1 000 puis s'attendre à ce que des jeunes de 18 ans ils aillent s'acheter des caméras pour continuer le projet. Ils ne pourront pas, puis éventuellement, puis ça va se perdre. Le projet va se perdre. Donc, c'est pour ça que nous, on tient vraiment comme à laisser l'équipement, pas juste former puis donner les skills, mais leur laisser les outils pour qu'ils les utilisent. C'est là que ça devient coûteux pour nous, mais je veux dire, on ne le fait pas pour nous, le projet. non plus, sinon on ne l'aurait pas fait. Au niveau de l'équipement, d'ailleurs, est-ce que à des moments dans la mise en place de projets ou la réalisation de projets, ça vous est déjà arrivé en fait de devoir potentiellement couper au niveau de ce que vous achetez comme équipement? Je pense qu'on en parlait à un moment donné pour les Ozobot, le projet avec l'école des premières lettres, où il y avait un robot qui valait tel prix, mais qu'au final, vous avez préféré aller vers un robot qui était un petit peu plus cheap, mais au final, qui fonctionnait très bien par rapport à la mission que vous vous étiez donnée. Exactement. Pour nous, c'est un principe qui est important, de pas... parce que souvent, j'ai remarqué qu'il y a des milieux qui vont comme aller vers des noms, parce que c'est des noms qui sont super populaires, mais en faisant un peu de recherche, on finit par se rendre compte qu'il y a des robots ou des choses qui font exactement la même chose, mais vu qu'ils n'ont pas le même branding, c'est un peu le même principe. On paye pour la marque, exactement. Puis c'est un super bon exemple. Les Ozobot, c'est les gens qui font des activités dans la robotique, ils doivent le savoir. Le Bee-Bot, c'est une abeille robotisée. Elle vaut genre 80 $ et tout.
moindrement que tu fais un petit peu de recherche, tu trouves la même chose, c'est un même robot, c'est une petite souris qui ne s'appelle pas Bebot, mais qui fait la même chose et qui va coûter 24 $. Donc, c'est sûr qu'il faut faire preuve de flexibilité parce que nous, on est autofinancé. Quand je parle autofinancé, je parle de comme carte de crédit et tout ça. C'est vraiment autofinancé. Puis, c'est sûr qu'on fait de la recherche dans les choses qu'on achète, puis comment on l'investit, puis on se ramasse des sous, puis on fait attention, puis on fait des choix qui sont judicieux pour que ce soit économique, mais fonctionnel, puis que ça fasse Ça donne aussi du bon contenu. Parce que si on va trop dans le cheap, ben là, c'est sûr que non, c'est ça. Ça laisse vraiment comme pixelé. Comme juste pour la caméra 360, si on allait trop bas, ben on voyait comme des taches, puis c'est pas assez. Puis qu'il a fallu balancer équilibre et économique. Performance, c'est Oui, acheter pas cher, en fait, c'est pas acheter nécessairement cheap, en fait. Non, exactement. Puis des fois, c'est juste redonner d'autres couleurs au projet, puis aller dans la même direction, puis pour, dans le même sens. Par exemple, un projet qu'on est en train de faire avec l'impression 3D. Une imprimante 3D va être super coûteuse. Alors que l'alternative qu'on a trouvée avec la conception 3D puis chez les élèves, c'est d'utiliser les crayons qui font de l'impression 3D. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être pas tout le monde qui est au courant, mais il y a comme des genres de stylos avec des filaments et on peut faire de l'impression 3D comme une vraie imprimante 3D, mais vraiment au moindre du coût. Donc, au lieu d'investir dans une imprimante 3D pour un projet qu'on va utiliser, on ne sait pas combien de fois, puis ça dure très longtemps avant d'imprimer un objet, il faut avoir certaines compétences, mais à la place, on a décidé d'aller pour des crayons qui vont coûter 40 $ chaque. On fait juste racheter des filaments, puis les jeunes peuvent créer, puis continuer à créer, puis ils n'ont pas besoin d'avoir des compétences. Si Internet est down ou qu'ils ont des problèmes au niveau de la techno, peu importe, ils peuvent quand même continuer à faire de la création, puis ils peuvent quand même faire de l'impression 3D. Donc, c'est aussi aller vers le déconnecté tout en allant les compétences techno. Là. Je sais que des fois, on dirait que ça ne fait pas, mais... Oui, non, mais c'est intéressant parce que je trouve que c'est un véritable enjeu, en fait, dans ces questions de transmettre les compétences numériques. C'est comme oui, mais en même temps, combien de temps tu passes encore plus sur ces technologies pour pouvoir te les acquérir, te les approprier, puis circuler dessus. Donc, non, je trouve que c'est beau, c'est une belle alternative que vous trouvez, je trouve. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir un petit peu plus sur comme la question du financement. Là, vous avez dit que vous étiez autofinancé, mais est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Est-ce que vous avez quand même des financements safe ou vous fonctionnez vraiment juste… On est vraiment autofinancé. En fait, puis ça a vraiment été une grosse déception que moi, personnellement, j'ai vécue parce que j'ai eu la chance de côtoyer différents organismes et tout. Le fait de voir qu'au niveau provincial et fédéral, des projets créés par des organismes allochtones qui n'avaient pas fait de concertation recevaient des méga financements, alors que d'autres organismes, puis là, je ne parle pas juste pour nous, d'autres organismes, même des organismes qui étaient dans la communauté même, puis qui appliquaient pour avoir des sous pour mener des projets, que ce soit pour une maison de jeunes ou des choses comme ça, n'étaient pas financés parce que l'enveloppe budgétaire avait été dépensée pour des organismes allochtones. Ça, c'est vraiment venu, ça a vraiment été c'est vraiment venu me chercher, ça a été un choc parce que c'était une frustration. Puis j'ai communiqué à un certain point avec quelqu'un qui s'occupait des enveloppes budgétaires pour les organismes, pour les projets qui se rapportaient aux communautés. Puis il m'a dit, on reçoit une enveloppe budgétaire de Patrimoine Canada, puis cette enveloppe-là, on doit la dépenser. Si le 80% a été mis, mettons, dans une entreprise autochtone, parce que les organismes autochtones, mettons, ils n'ont pas déposé les projets à temps, puis qu'il fallait qu'ils dépensent l'enveloppe budgétaire, ce qui va rester, c'est juste 20 %. Puis j'ai posé la question, j'ai dit, ce serait peut-être pertinent de faire des appels à projets qui n'ont peut-être pas les dates aussi rigides, parce que souvent, on apprend en octobre que la date limite pour l'appel au projet, c'est 2 mois plus tard. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est... Puis ça a été une déception parce que je trouve que les appels à projets pour les projets autochtones sont complètement déconnectés des réalités. Il n'y a pas de lien qui se fait, il n'y a pas de pont qui se fait, puis on dirait que c'est juste une enveloppe budgétaire qu'ils vont comme dépenser, puis que ça aille dans un organisme allochtone qui ne fait pas de concertation ou peu importe, tant qu'ils dépensent. Et que on trouvait ça, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé ça plate, mais en même temps, on n'a pas de compte à rendre parce qu'on le fait avec,
on travaille très fort tous les deux pour mettre des sous dans l'équipement qu'on achète. Là, on a fait une demande pour essayer d'avoir au moins des sous pour les casques de réalité virtuelle parce que les casques, on les laisse à Pessamit pour les gens de Pessamit parce qu'on ne veut pas qu'ils dépensent. C'est un projet qu'on veut offrir comme entièrement gratuitement. On ne veut pas que ce soit des frais de plus. On ne veut pas créer d'ambiguïté à savoir est-ce que c'est Pessamit qui investit ou est-ce qu'on ne veut pas que ce soit ça du tout. Fait que c'est sûr que là, c'est comme on essaie de faire des démarches au moins pour avoir les casques parce qu'on a tout l'équipement audiovisuel, on a suffisamment investi, mais là, c'est sûr que les casques de réalité virtuelle, ça coûte quand même assez cher. On en a quelques-uns, mais pas assez pour les laisser. Aussi, comme le casque qu'on a déboursé de nos poches, c'est que là, ça fait un bout de temps qu'on travaille là-dessus, puis qu'on veut aboutir, mais comme Amalia dit, pour les casques laissés sur place et les caméras et tout ça, ben là, c'est sûr que si c'est déboursé par nous, c'est comme on va juste travailler pour la fondation. On ne pourra plus, parce qu'on a une famille aussi en même temps. Fait que là, ça vient coûteux. Puis là, ça fait longtemps, le casque virtuel, on l'a acheté, puis on a fait nos tests. Ben, j'ai fait mes tests avec le casque. Tout ça, ben là, ils sont rendus à numéro 2. Ils sont déjà en 2 ans. Là, ils sont rendus avec une nouvelle, un casque plus performant, à peu près dans les mêmes prix qu'il était. Fait que là, il est désuet. Il est rendu obsolète. Mais c'est pas forcément qu'on souhaite avoir de l'équipement qui est à jour et tout, mais pour répondre à ta question, c'est vraiment comme on est autofinancé, puis c'est une... Ils ne seront plus en vente. Non, éventuellement, ils ne seront même plus en vente, c'est ça, les autres modèles. La technologie, ça va tellement vite, c'est tellement coûteux, puis c'est vraiment décevant de voir à quel point les projets qui étaient dans les communautés autochtones sont comme peu financés. Puis on a vu des montants de sous aller dans des groupes allochtones vers des projets qui n'avaient pas de réceptivité parce qu'il n'y avait pas de concertation qui avait été faite. Puis on était présents, puis on l'a vu qu'il n'y avait pas de réceptivité, il n'y avait pas de concertation, puis on sait qu'ils ont reçu des gros montants, alors qu'on sait qu'il y avait des groupes sur place dans certaines communautés qui avaient fait la demande, mais ça n'avait pas été fait à temps, puis c'est à cause de ça que ça a été refusé. En tout cas, c'est une petite crotte sur le cœur, là, mais on est self-financing en ce moment. On essaie d'avoir des sous pour d'autres casques pour les laisser à Pessamit. Mais bravo, hein, félicitations. Je veux dire, c'est quand même quelque chose de... Parce que vous ne portez pas juste à bras le cœur, vous le portez aussi genre sur vos épaules, puis votre propre financière. Donc non, chapeau, c'est quand même quelque chose de gros. Et puis pour la qualité de ce que c'est, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment beau ce que vous faites. Et en fait, je trouve que ce que tu dis, ça met vraiment... en fait, c'est ça, je trouve, ça met le point sur l'idée de la concertation, ça met vraiment en face sur la concertation, parce que même au niveau des projets, des mandataires, admettons, qui vont... comment on dit ça, des personnes qui vont comme développer des subventions pour ces communautés-là, c'est de prendre en considération aussi c'est quoi un peu le rythme de travail dans ces communautés pour que les délais qui soient impartis soient réalistes aussi pour qu'ils puissent avoir une chance égale, équitable d'appliquer à ce genre de subvention. Donc, on voit que le travail de concertation, il n'est pas juste dans le déploiement d'activités, mais vraiment à large, en fait. Tu sais, quand on parle de concertation, c'est pas seulement comme faire des échanges de courriels, puis s'entendre sur un meeting Zoom, puis on le fait, puis voilà, on a fait notre concertation. C'est pas juste la concertation. La concertation, c'est comment est-ce qu'on fait pour vraiment collaborer, puis que ce soit quelque chose à long terme, puis qu'on ne fasse pas juste amener quelque chose, puis après ça, on part, puis il ne reste plus rien après. Puis c'est aussi... comme je ne mettrai jamais assez l'emphase sur la concertation, puis regarder ensemble comment vous pouvez collaborer, puis que ce soit quelque chose qui soit pertinent. Même si votre idée est super bonne, il faut faire preuve de flexibilité. Il faut faire preuve de flexibilité par rapport aux outils technologiques parce que l'Internet n'est pas pareil partout. Là, on est à Salaberry de Valleyfield. Des fois, l'Internet est super instable. Ce n'est pas la même chose qu'à Montréal. On s'éloigne. L'Internet va être peut-être encore plus instable. Puis, outils technologiques, même chose. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes équipements, la même accessibilité. Il faut faire preuve de flexibilité. Les gens ne sont pas outillés de la même façon que nous. Il y a la notion par rapport au temps. Selon vos origines, moi, d'où je viens, il faut vraiment être à l'heure. Si tu es genre 2 minutes en retard, c'est super impoli. Il y a des communautés où il y a des gens, peu importe, que ce n'est pas la même notion au temps. Il faut faire preuve de flexibilité. Il y a des contextes qui font que les gens ne vont pas travailler certains jours parce qu'il y a un deuil ou parce qu'il y a quelque chose. C'est des communautés, c'est des gens qui sont tissés serrés.
Fait que ça se peut qu'on ait un rendez-vous une journée pour une telle heure, puis que finalement, il faut leur pousser, il faut faire preuve de flexibilité. C'est mener des projets en concertation, on ne peut pas faire ça de manière rigide, on ne peut pas faire ça tout seul, on ne peut pas faire ça, on a une idée en tête, oh, l'idée est bonne, on va le faire. Non, c'est pas ça, c'est comment on peut donner, puis en prendre, puis mélanger tout ça pour que ça fasse un bel arc-en-ciel. C'est un bénéfice pour les deux parties. Exactement. Merci pour le partage, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce que vous dites. J'ai vu qu'il y avait une question de participante, on va la dire. Inquiétez-vous pas, la personne qui l'a posée, je ne vous ai pas oublié. On va la poser d'ici 10-15 minutes là, dans le temps imparti pour ça. Moi, j'en ai une note pour vous. Est-ce que vous avez rencontré des enjeux spécifiques dans la mise en place, conception, déploiement, et animation de vos activités? Et je pense notamment à un projet qui desservait plus des communautés allochtones, donc le projet d'alphabétisation numérique avec l'école des premières lettres. Si oui, c'était quoi vos enjeux, vos défis? Puis, si oui, encore une fois, comment est-ce que vous y avez remédié? Comment avez-vous réglé tous ces soucis? Pour ce qui est de L'école des premières lettres. le projet de robotique, ça, c'est plus toi qui Moi, parce que je suis technopédagogue, donc j'étais vraiment sur le terrain. Sur le terrain, je dirais que le premier défi, c'est que on a comme une double réticence de la part, premièrement, des enseignants qu'il faut mobiliser, deuxièmement, de la part des parents. Parce que quand on arrive et qu'on dit on va mettre vos enfants sur les ordinateurs, ils vont devenir comme super outils, ils vont faire comme pas encore des tablettes, pas encore des écrans. Donc déjà, on a cette barrière-là où il faut dire c'est pas juste, on ne les met pas devant un écran puis ils vont faire de la programmation puis ils vont jouer. C'est pas ça. C'est comment est-ce qu'on s'arrange pour que vos enfants n'utilisent pas la technologie juste comme des simples utilisateurs, mais qu'on les amène derrière ça puis qu'on les outille. C'est là qu'on parle de littératie numérique. Selon moi, ma définition personnelle, c'est que la littératie numérique, c'est pas seulement savoir ouvrir un ordinateur puis utiliser Excel. C'est comment je l'utilise comme un outil qui m'amène à quelque chose. Fait que déjà, je dirais le premier défi, c'était par rapport aux enseignants qui ne voyaient pas trop en quoi ça peut être un plus au niveau de la pédagogie. Donc, il a fallu les convaincre, leur montrer comment... Mais une fois qu'ils ont compris le projet, là, maintenant, ils trippent. Ils amènent leurs idées. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Et comment est-ce que vous arrivez à convaincre du coup des gens qui peuvent être réticents comme ça envers des projets novateurs? Concertation. Donc, mettre au mot de la réunion d'aujourd'hui. C'est vraiment concertation. On a rencontré tous les deux, on a rencontré les enseignants, puis on était comme, OK, qu'est-ce que vous avez remarqué qui posait plus un défi par rapport aux années précédentes? Là, les enseignants me disaient, par exemple, mes élèves, ils ont de la difficulté avec les maths parce qu'il y a tel concept qui est abstrait. Nous, on prend l'information, on prend le nombre d'élèves, on prend l'âge des élèves, puis on se dit comment est-ce qu'on amalgame toute cette information pour créer des activités qui sont stimulantes pour les enfants, mais qui intègrent le concept pédagogique des enseignants. Donc, quand je parle de concertation, c'est vraiment, tous les enseignants sont rencontrés à chaque année. C'est un projet qui est là depuis 2018. Si je ne me trompe pas. Et on a commencé avec des petits robots Lego. Après ça, on a monté. Puis là, cette année, on est rendu à l'impression 3D puis la réalité augmentée. Puis on est rendu à la conception 3D aussi, qu'on avait commencé l'année dernière. Donc, juste pour dire que les profs, avec la concertation, puis le fait qu'on a intégré leurs besoins, puis on a respecté ce qu'ils voulaient enseigner à leurs élèves, le fait qu'on a mis notre couleur puis leur couleur, mais ça fait que c'est un projet qui continue, puis qui va en augmentant, puis qui prend de la couleur, puis qui intègre maintenant le développement durable, qui intègre d'autres partenaires. Fait que quand je dis concertation, mais définitivement, le premier défi, c'était ça, c'était la réticence à voir en quoi ça peut être compétent, apprendre la programmation, la robotique avec mes maths, avec l'histoire, Puis là, on met en place des activités. Puis là, comme l'année dernière, l'une des activités, c'était un prof que lui, ce qu'il faisait, c'était enseigner l'histoire du Canada puis du Québec. Puis c'est tout le temps quelque chose qui est un peu pour les élèves, c'est l'histoire. Il y a des détails, il y a des choses. Des fois, on ne fait pas trop la différence. C'est quoi la différence entre
fait longtemps, ça ne me sert à rien. Donc, on leur a fait faire une activité avec Luxobot. C'est des activités de programmation déconnectées. Donc, ils doivent dessiner des codes de couleurs, le robot les reconnaît, et ainsi de suite. Puis, c'était voyager un peu comme à travers l'histoire, voyager à travers un village autochtone. Donc, ils devaient dessiner puis reconnaître certains éléments. Fait que ça allait chercher tout le contenu pédagogique que l'enseignant voulait travailler en intégrant la programmation déconnectée puis la robotique. Donc, on travaille des compétences transversales, au final. Là. C'est comme mélanger des légumes, broyer des légumes, puis donner ça dans la purée sucrée. Exactement. On leur a donné de la purée sucrée. Puis, Ils apprennent, sans le savoir, ils apprennent des choses importantes en même temps que s'amuser. C'est vraiment comme passer des légumes. Oui, c'est à fond de la technopédagogie au final. Comment tu mélanges le jeu avec l'apprentissage puis la rétention de valeurs importantes ou de notions importantes. Ah, c'est exactement ça. Puis souvent, on va dire aux enseignants, tu veux enseigner l'histoire, mais en même temps, dans ton village, si tu veux, on peut regarder les maths. Donc, tu veux travailler les angles, on va demander que le robot reproduise tel angle à tel degré, blablabla. On va intégrer, donc on peut intégrer le français parce qu'ils peuvent rédiger une histoire. C'est ça qui est incroyable avec la programmation et la robotique, c'est que c'est pas limité à juste programmer à l'ordinateur. C'est qu'on peut vraiment aller après ça, on le présente, après ça, on écrit, c'est de présenter aussi des divers aspects de la programmation, parce que quand on pense programmation, on se dit c'est juste écrire du code, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça, puis développer, là, c'est vraiment... Puis une fois qu'ils le découvrent, les enseignants, puis après ça, c'est les parents. Puis les parents qui étaient réticents, ils ont remarqué, puis même moi, je l'ai vu, 1 ou 2 ans plus tard, les élèves de la première cohorte, j'ai des filles, puis ça, c'était tellement hot. J'ai des filles qui sont arrivées et qui étaient comme « Hey, je me suis inscrite dans un programme de robotique à l'école secondaire. » C'était des filles qui étaient comme un petit peu réticentes. Peut-être finalement, ils se sont découverts un talent. Puis là, on a eu l'année dernière une fille, l'une de nos élèves, elle a gagné un prix parce qu'elle a créé un programme. Elle a programmé, puis elle a créé un programme par rapport à la COVID pour éduquer les enfants sur la distanciation sociale. Puis ça, c'était au tout début de la COVID. Des enfants qui avaient des difficultés au niveau de certaines notions mathématiques, que les parents étaient comme on va les mettre à l'ordi, mais finalement, ils se sont découverts un autre moyen d'apprendre les maths, puis ça les a aidés. Je veux dire, même les parents, on les a gagnés. Ils ont fini par voir que c'était un plus, que c'était pas juste être devant un écran. Ouais, vous êtes des, comment on dit ça j'avais les 2 mots, mais des vendeurs de rêves. C'est pas la meilleure formulation. J'avais le meilleur mot tout à l'heure, mais je l'ai perdu. Ouais, non, c'est vraiment beau. C'est une belle fondation, des beaux projets. Et du coup, je me demande, qu'est-ce que vous recommanderiez? Oula, excusez-moi mon français, j'ai oublié comment on dit le mot. Recommanderiez. Excusez-moi, aux organisations publiques qui souhaiteraient développer considérablement en fait leur offre technopédagogique et d'alphabétisation numérique. Ta passion. Tout le monde va rêver le mot concertation ce soir, on va tous en concertation. À qui s'adresse votre projet? Approchez les gens. Comment vous souhaiteriez être approché? Est-ce que vous souhaitez être approché par un courriel super formel avec une grosse description lourde que rendu à la moitié de la description, vous êtes perdu? Ou comment est-ce que vous souhaiteriez qu'on vous approche? Approchez les gens de la même façon. Puis concertation. Rencontrer les gens, là, je sais qu'avec la COVID, c'est pas évident. Mais tu sais, comme tu dis, approcher les communautés, je dirais pas approcher avec... parce qu'il y a peut-être des gens qui aiment ça se faire approcher avec des gros textes, puis c'est bien détaillé. Je dirais que c'est pas comme ça qu'on s'y est pris du tout. C'est pas avec des gros textes. C'est vraiment comme toi et moi, on se parle présentement. C'est direct, c'est concis. On parle d'un projet, on collabore ensemble. Il n'y a pas comme nous, on va faire ça pour vous. Puis non, on partage, on collabore, puis on amène ça après. Le projet, à la fin, on ne dit pas c'est Tekimamou qui a amené ça. C'est le projet de Pessamit. C'est pas... Oui, on a apporté, mais on a partagé, on a collaboré ensemble, ces projets de Pessamit. C'est eux qui l'ont fait. C'est les aînés qui ont parlé.
C'est leur contenu, c'est Ouais, le langage, c'est le langage des aînés, c'est leur histoire, c'est l'histoire de la communauté, c'est les terres là-bas qu'on filme. Nous, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a apporté les caméras, puis on était comme, ouais, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Puis, comment on les a approchés, c'est qu'on en parlait, puis on était comment ce serait une idée d'un an. Puis, j'ai fait des appels, j'ai dit, on a une bonne idée à proposer. J'ai envoyé un super court courriel, super bien vulgarisé, qui fait juste dire, ce serait ça notre idée, est-ce qu'on peut se rencontrer? Après ça, on a fait une première concertation en personne avec des membres du conseil de banque. On a fait plusieurs concertations, dont une avec plusieurs membres du personnel enseignant et tout. Et puis, de fil en aiguille, ça aboutit. Mais c'est beaucoup de travail de collaboration avec les organismes sur place. Le plus que vous pouvez aborder, même à Montréal, c'est le même principe, comme travailler avec d'autres organismes. Parce que l'objectif, c'est pas juste avoir une bonne idée, puis oh mon Dieu, on s'épanouit dans notre idée, c'est quoi l'objectif final? Puis l'objectif final, ça doit être pour les autres, c'est desservir les autres. C'est ça un organisme communautaire, c'est ça un OBNL. Donc, si vous pouvez collaborer pour que ça prenne encore plus d'ampleur puis ça réponde encore plus à des besoins, faites-le comme... C'est ça. Pour nous, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est pas juste avoir une bonne idée, c'est collaborer puis que ça amène un plus. Puis, tu sais, je vais donner un exemple. On en parlait tantôt. Il y a une compagnie qui nous avait approché à un moment donné parce qu'ils voulaient faire un projet puis ils voulaient passer par nous. Puis, c'est pas qu'on ne trouvait pas que c'était une bonne idée ou peu importe, mais en fait, moi, je les ai référés directement à des gens de la communauté. C'est aussi savoir se dire, OK, tu sais, ton idée est super bonne puis ça peut amener des sous, mais savoir dire, ben, on va vous référer directement à, parce que l'autodétermination, c'est important. Vous n'avez pas besoin de passer par nous. Puis ça, je veux vous le dire, s'il y a des gens qui veulent travailler avec des organismes, vous pouvez nous contacter, vous pouvez m'écrire si vous avez besoin de ressources, si vous avez besoin de noms ou peu importe. Mais vous n'avez pas besoin de passer par nous ou par d'autres organismes qui ont déjà un pied dans la communauté pour mener des projets. Faites-le pas directement. Vous pouvez nous demander, est-ce que tu connais quelqu'un qui travaillerait dans ci ou dans ça, puis on peut aider à créer des ponts. Mais vous n'avez pas besoin de passer par un tiers ou un autre organisme pour mener des beaux projets. C'est juste qu'il faut faire preuve de... Il faut faire de la concertation, faire preuve de flexibilité, toutes ces choses-là dont on s'est parlé tantôt. Mais c'est vraiment... c'est très bien cette façon-là parce qu'il y en a aussi des gens dans la communauté, parce que je ne connais pas tout le monde non plus, qui doivent être déjà dans la techno et qui en connaissent déjà beaucoup. Et, mais il n'y a personne qui leur parle d'un projet, comme elle l'a dit, qui les approche, tout ça. Fait qu'ils ne travaillent pas plus. Ils pratiquent parce qu'ils aiment ça ou quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui les approche, comme, admettons, on reçoit le projet, puis je connais quelqu'un à Pessamit qui serait intéressé à le faire, je lui transmets le projet, puis il se fait des sous. Il se fait des sous, puis il fait son projet. Ça apporte aussi du travail aussi dans la communauté, dans le milieu de technologie. C'est vraiment parfait. Essayez de trouver des organismes qui existent déjà sur place. On n'est pas en train d'inventer la roue, là. On est juste en train de faire une autre sorte de roue, mais c'est le même principe. Il y a des organismes, puis des OBNL, puis des groupes communautaires qui font pratiquement la même chose. Fait que vous n'avez pas besoin des fois, c'est juste faire un petit peu de recherche ou essayer de trouver des ressources puis les contacter directement. C'est super hot, ça fait des beaux partenariats, puis c'est des gens qui ont déjà le pouls parce qu'ils sont déjà sur le terrain. Même qu'à l'avenir, tranquillement, en faisant de cette manière-là, peut-être même qu'à Pessamit, il s'ouvrirait un petit centre pour recevoir justement les projets comme ça, techno de l'extérieur. Comme un centre d'appel, on pourrait dire. C'est pas un centre d'appel, je veux dire une réception de des projets apportés, puis il dispatche ça à des gens de la communauté. On commence quand même, tranquillement. On vient d'établir un lien direct. On sait où envoyer le projet. Ils vont s'occuper de ça à cette place-là. Puis, ouais, en fait, c'est comme de pas nécessairement voir les communautés à travers juste les besoins, mais aussi à travers l'expertise qu'ils peuvent eux-mêmes apporter sur leurs propres besoins, en fait. Exactement. Aussi l'expertise n'existe pas, c'est comment est-ce qu'on peut l'apporter, de donner l'information puis assurer comme une relève, justement. Il n'y a pas de personne qui fait d'archéologie à Pessamit. OK, je dis ça comme ça, mais c'est OK, allez former des gens.
il y a des gens qui sont intéressés, qui vont être curieux, puis qui ne savent même pas qu'ils vont être ils vont triper, puis ils vont triper. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, puis comment on l'amène? Ben, en tout cas, je pense que c'est la bonne formule. Là, j'ai des beaux commentaires à vous transmettre de quelques participants. Donc, une personne du GCNWA. Donc, bonjour, félicitations pour vos réalisations. Merci de nous donner un aperçu de vos prochains projets de réalité virtuelle. Et il y a une petite question qui s'ensuit. Est-ce que l'expérience d'un power virtuel est envisagée par votre équipe? Donc, il y a un organisme à Latuc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est dans un centre d'amitié à Latuc. Ils ont fait un power virtuel. C'est justement avec un casque de réalité virtuelle. Puis non seulement ça, mais ils ont mis des ventilateurs avec comme des gouttelettes d'eau pour vraiment vivre une expérience immersive, multisensorielle. Pour l'instant, c'est pas quelque chose, je ne sais pas pour toi, Steve, mais pour moi, qu'on envisage, parce qu'il y a d'autres organismes qui le font, puis c'est des organismes autochtones. Puis c'est pas qu'on veut pas les dédoubler ou peu importe, mais on aime mieux qu'eux, ils prennent le mandat parce qu'ils le font déjà. Puis je pense que c'est une belle expertise qu'ils ont. Fait qu'on veut pas. S'ils sont déjà là-dessus, ce serait peut-être plus de les mettre en contact avec différentes communautés pour avoir un aperçu. Ben, premièrement, immortaliser l'événement. Puis après ça, avoir un aperçu, tiens, à Pessémet, on fait comme ça, à Sept-Îles, on fait comme ça. Puis partager toute la culture de chacune des communautés, ça serait peut-être un site web où on regroupe les paroles comme ça. Oui, de Pessémet, puis on pourrait voir vraiment un éventail de cultures des Autochtones qui vivent ici au Québec. Ce serait une idée, mais ça se fait déjà, donc on ne veut pas. Ah bon? Ah oui, non, mais pour, tu dis, l'organisme autochtone, justement, qui fait déjà ça, c'est sûr qu'on va leur laisser le mandat. Ce serait peut-être, comme je disais, le mettre en contact. Ça, tu sais, mettons, quelqu'un nous approcherait pour le faire, on ne va pas le prendre. Moi, je sais déjà qu'ils le font, donc je veux juste les mettre en contact pour qu'eux, ils le fassent. Puis on va toujours faire ça. On va toujours faire ça. S'il y a un projet que quelqu'un nous approche, puis il va nous dire « Ah, ça nous intéresserait de faire ça. » Sinon, on connaît un organisme autochtone qui le fait. C'est l'organisme autochtone dans la communauté qui va le faire. Ça pourrait valoir 1 million que je le prendrais, qu'on ne prendrait pas le mandat. Si on peut le donner à un organisme dans la communauté, ça irait contre nos principes. Exactement. On veut que la communauté autochtone, surtout ceux qui ont des organismes, ben, tous les gens s'épanouissent, puis leurs activités, puis ben, on n'ira pas leur mettre des bâtons des roues pour de l'argent. On ne fait pas ça pour l'argent. Non, si on ferait ça pour l'argent, on ne ferait pas ça. On s'est même endetté à un certain point pour de l'équipement. On ne fait vraiment pas ça pour l'argent. Moi, je travaille 60 heures par semaine, puis lui aussi, il travaille très fort. On travaille tous les deux très, très fort. Fait que on ne fait pas ça pour l'argent. On a des emplois même à côté, puis non. Ben, votre approche, en tout cas, elle est appréciée. Là, j'ai une personne qui a transféré son adresse courriel dans le chat. Si vous voulez, je vous inviterai à peut-être partager l'adresse courriel de la Fondation. Il y a des gens qui veulent entrer en contact avec vous pour des questions ou quoi. Puis, j'ai quelques petites réactions ici aussi. Donc, la Bibliothèque de la Chine qui vous félicite pour vos beaux projets. Pareil, qui précise qu'ils aimeraient bien pouvoir faire quelque chose avec vous si c'est possible. Et la personne s'appelle Souad Ourama, bibliothécaire ou bibliothèque de la Chine. Pardon. J'ai mis l'adresse. Vous pouvez écrire à l'adresse courriel. Ouais, c'est toujours plus simple que les gens intéressés vous contactent, que ce soit l'inverse au final. Est-ce que je mets tout de suite les liens que j'aurais pour... Oui, tu peux partager les ressources. Donc là, les ressources vers les différents projets que vous avez et que vous c'était plutôt vers des recherches qui seraient... Ah oui. Pour, si vous souhaitez travailler avec les communautés, puis on parle de garder ce cours, faire de la vulgarisation, mais il y a de la belle lecture à faire sur le sujet quand même. Moi, j'ai un background en recherche, puis j'aime lire. Pas tout le monde qui aime procéder de la même façon, mais je vous le partage quand même. Sait-on jamais. Pour les personnes qui veulent, je vais vous mettre le lien ici,
Il y a une page que je vais vous partager, c'est un drive, puis il y a différents liens sur ce qui se fait à l'heure actuelle au niveau des communautés autochtones puis de la technologie. Là, on parle des jeux vidéo autochtones, réalité virtuelle, réalité augmentée, blablabla. C'est vraiment, c'est comme une belle bibliothèque. Si ça peut vous inspirer des belles idées ou ça peut, des fois, sait-on jamais. Ah ben, on est toujours partant pour plein de ressources. Je vais vous partager ça aussi. Donc, c'est un database, c'est en anglais. Parce que ça vient à travers le Canada et tout, c'est vraiment hot. Là. On peut voir qu'il y a plein de beaux projets qui viennent un petit peu partout. Et ensuite, il y a le protocole de recherche, ça c'est un classique. C'est sûr qu'il date de 2014, mais je trouve que c'est encore d'actualité. Et j'ai trouvé ça ici que je voulais vous partager aussi, que je trouvais hyper intéressant. C'est l'un de nos personnes avec qui on travaille, Jean-Pierre Flayeux, qui est un spécialiste des effets spéciaux. Il a travaillé sur Avatar, sur Dragon Ball. Puis on se partage des liens en techno. Puis il m'a envoyé ça. Ça fait vraiment pas longtemps. C'est un artiste autochtone. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a comme tout refait Star Wars en langage Navajo. C'est pas un lien de recherche ou rien, mais si ça peut inspirer des idées ou si des fois, juste lire quelque chose, on est comme ah oui, ça serait pertinent. Amanda, merci beaucoup pour ces partages. Moi, en tout cas, je vais me régaler à lire tout ça. Mais je pense que merci déjà beaucoup pour vos partages. Je trouve que c'était vraiment une discussion très riche et intéressante. Puis je pense qu'on peut ouvrir la période de questions avec les membres du public. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des questions spécifiques ou qui veulent peut-être entendre parler d'un projet en particulier, vous pouvez comme profiter de ce temps-là. On a encore 10-15 minutes. Sinon, moi, en attendant, j'ai une petite dernière question pour vous, puis après, je vais faire ma petite pub Alpha Numérique. C'est quoi les projets à venir de la Fondation? On en a plusieurs, on est super ambitieux. Mais là, c'est sûr qu'actuellement, on travaille sur le projet en développement durable. On a le projet en réalité augmentée et en impression 3D et le projet de réalité virtuelle. Donc, ça, c'est ce qu'on a en ce moment en cours. On a un projet qui s'en vient en archéologie et en soutien du patrimoine autochtone et en réalité virtuelle. Et comme je dis, des technologies. Oui. Android. Oui, il y a ça aussi. Les formations, ça, c'est une chose qu'on devait faire, puis malheureusement, la COVID... Oui, c'est les formations. On devait faire des formations sur place, des camps de jour qu'on voulait donner gratuitement, puis finalement, la COVID est arrivée, puis ça ne s'est jamais fait parce que c'était... Faire découvrir l'école de programmation, puis programmer des petites choses, pas des gros projets, là, des petits, pour découvrir le code un peu, comment une classe est formée, tout ça, comment C++ en Java, ou à programmer une application en Android, puis d'autres langages comme ça, même la réalité virtuelle, ou utiliser Blender pour créer des modélisations 3D. C'est donner des formations. Oui, on peut vraiment créer un jeu dans Unity, petit jeu. C'est ça, puis on a une compagnie de jeux vidéo qui nous a approchés, donc on va éventuellement voir ensemble comment on pourrait travailler à faire justement quelque chose de pertinent au niveau des jeux vidéo, au niveau de la formation, comme Stevie dit. OK. C'est fou. Moi, voir ça. Est-ce que les adultes ils vont pouvoir participer ou c'est juste pour les... Moi, on parle souvent de la relève et moi, je me dis, j'ai commencé à quel âge à la formation et tout. Ça fait comme quelques années, puis j'avais pas 18 ans, j'avais pas 25 ans. Fait, je me suis dit, ça serait intéressant pour les gens qui sont plus vieux aussi de participer. Fait que je me suis dit, c'est tous les âges. La relève, c'est tout le monde. La relève, c'est multigénérationnel. Mais quand on dit relève, on pense souvent les petits jeunes qui vont d'expérience. C'est vrai. Mais moi, ce serait ouvert. Donc, dans un Tekimamou 2.0, alors. Voilà. L'année prochaine, 2022, l'année achève. Ouais, c'est proche. Parfait. Je vois qu'on a peut-être une petite question ici. Il y a Frédéric Séguin qui se demandait en fait quelle était la signification du nom de la fondation. Allô Fred? Je le reconnais, Fred.
Le Teki, c'est ça, quand on parle de quelqu'un qui adore la technologie, qui aime la technologie, le petit surnom qu'on va dire, c'est quelqu'un qui est techie. Un T-E-K-K-I. Puis Mamou, c'est ensemble. Ça veut dire ensemble. OK. Donc, geek ensemble. OK. Ensemble dans la technologie, dans le geek, OK. dans le... Voilà, donc, c'est un nom rassembleur au final. Exactement. On a le petit côté anglo-franco avec le Mamou ensemble. On a combiné. Et Mamou qui est un vieux nom, Teki qui est actuel. On a comme combiné. Mais Mamou, de la façon qu'on a fait notre nom, on ne s'est pas rendu compte qu'on avait le même nom à peu près que, je pense que c'est archéologie. Hein? Archéo-Mamou. Archéo-Mamou, justement. Même ça passe bien, On a copié du tout, mais ça a donné comme ça. Mais on a commencé nos organismes en même temps, puis eux autres, ils ont commencé Archéo-Mamou dans la fondation Mamou, puis en même temps, on s'est croisés, on était comme, oh, 2 Mamous, puis on s'est parlé, puis finalement, on s'entend. On a la même façon de faire, on a les mêmes valeurs, puis on était comme, oh mon Dieu. Donc, c'est parfait, ça, c'est beau. Eh bien, en tout cas, merci pour cette belle discussion. Là, on arrive à la fin de l'activité. Donc, on va rester encore pour, si jamais il y a des questions qui se posent. Moi, je vais faire mon petit pitch alphanumérique et je pense qu'il y avait aussi quelqu'un qui voulait prendre un petit moment pour faire un petit coucou. Si la personne... Ah, ben oui. Allô, Bianca. Allô, la personne mystère derrière. Ben ouais, je voulais juste prendre un moment pour dire, ben, premièrement, c'était vraiment intéressant, là. C'était comme vraiment le fun de vous entendre parler. Vous êtes beaux ensemble. C'est beau de voir les projets que vous nourrissez, là. C'est super inspirant. Puis je voulais juste prendre un moment pour remercier tout le monde parce que c'est comme la dernière vraie collation du projet, comme dans sa forme actuelle. En tout cas, on va faire d'autres événements cet hiver, mais ça va plus être un peu déjà état des lieux, résumé de qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Fait que ça ne sera pas la même formule. Fait que juste un gros merci à Romain qui a souvent fait ma technique, qui a souvent été dans l'ombre. C'était vraiment le fun de te voir animer aujourd'hui. Merci à tous les invités, merci à vous, Tekmamou, puis merci à tout le monde qui est venu assister aux collations. C'était vraiment plaisant là, à faire. C'est ça, c'est mon petit mot de fin. Je te laisse continuer ton petit pitch, Romain. Merci pour ce beau petit mot. Ben, il y a la Bibliothèque de la Chine qui remercie infiniment. Et il y a Action Patrimoine qui dit bravo pour votre approche collaborative. La mise en valeur, le patrimoine autochtone est primordial. Merci pour... C'est un beau commentaire, il y a eu des beaux commentaires. Alors, vite fait, la petite programmation du mois de février, du mois de mars, hein, vite fait. Donc, on va avoir deux tournées en fait, d'événements pro. Donc, mois de février, un webinaire sur s'approprier les ressources et les outils alphanumériques, une séance pro en observation, deux séances pro en action et une séance de formation en collaboration avec Prix Numérique et Alphanumérique. Donc, ça va être le nouveau-né un peu de nos formations pro que vous verrez. La première séance, c'est le 11 février. Et après, au mois de mars, ça va être le même roulement qu'il va y avoir. Donc, une fois le webinaire s'approprier les ressources, une séance d'accompagnement pro chaque, donc 3 séances. Et enfin, la collaboration avec Prix Numérique. Donc, si vous voulez plus d'informations, ben, c'est comme d'habitude, ça n'a pas changé. Contactez-nous à info@alphanumérique.ca. Puis, on vous donnera toutes les réponses que vous désirez. Donc, sur ce, je remercie tout le monde d'avoir participé. Merci beaucoup pour ce bel échange, Amalia et Steve. Merci, Bianca, pour ton petit mot de la fin et puis le support technique. Puis, c'est ça, en espérant vous revoir très vite dans un coin de rue ou sur un projet, je ne sais pas. Mais en tout cas, au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.